Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez pratiqué un journalisme sans langue de bois auquel vous croyez dur comme fer. Vous avez travaillé comme une bête et vous continuez en mettant les points sur les i à propos d'autres points, ceux des coccinelles. Bonjour Florence Belkacem. Bonjour Jacques Pessis. Donc, édition poche de Coccinelle, un récit que vous avez publié l'an dernier, on va en parler tout à l'heure, une histoire étonnante, et puis on va revenir sur votre parcours. Ah oui. C'est le principe des clés d'une vie. Alors la première date, je vous rassure, elle ne vous concerne pas directement, mais elle concerne votre famille, c'est le 10 mai 1871, l'Alsace-Lorraine devient allemande. Et ça, c'est effectivement un lien avec votre famille. Absolument, puisque ma grand-mère maternelle, Oma, eh bien, elle ne parlait que le patois alsacien ou l'allemand. Et moi, je pouvais pas converser avec elle. Alors que ma sœur aînée, avec qui j'ai 11 ans et demi, 12 ans de différence, évidemment, elle avait appris le patois lorrain, etc. Moi, non. Et puis avec papa, c'était très compliqué. Avec papa d'origine kabyle, c'était à mourir. Enfin, c'était très drôle parce que le Méditerranéen face à une femme qui incarnait la rigueur, comme ça, la droiture, qui était sobre, et c'était drôle. Il communiquait par gestes. Moi, je comprenais un peu mieux que lui. Voilà. Il faut savoir que la France a perdu la guerre contre la Prusse à cette époque-là, c'est-à-dire que c'était le traité de Sedan, les troupes de Napoléon III sont battues, et cette guerre est souvent oubliée dans le livre scolaire, parce que comme il y a eu une réconciliation franco-allemande en 63, on essaye de parler d'autre chose. Alors, votre famille, justement, est d'origine lorraine. Je crois que votre mère est née à Saint-Jean-Courcérode. Absolument. À quelques kilomètres de l'Alsace-Bossu, oui, pas loin de Saverne, en fait. Et maman, oui, a grandi dans ce petit village de Lorraine et y demeure aujourd'hui paisiblement avec papa. Pour l'éternité. Il se trouve que il y avait en 1793 87 habitants. Aujourd'hui, on a 706. Mais en fait, ça a été une base aérienne militaire américaine après la Seconde Guerre mondiale. Absolument. Et aujourd'hui, l'armée française l'occupe avec des hélicoptères de combat. Absolument. Et maman a des souvenirs comme ça de petites filles, des Américains qui lui offraient du chocolat. Qui mâchait du chewing-gum. Oui, j'ai quelques bribes de souvenirs comme ça de maman, maman. Alors, le problème aussi, Florence Belkacem, c'est lorsqu'on est en Lorraine, on n'aime pas les étrangers. Les Parisiens qui arrivent, c'est pas très apprécié. On n'a pas les mêmes us et coutumes. C'est-à-dire il faut se plier un peu au diktat lorrain. Il faut se plier. On peut pas. Je veux dire, les Lorrains sont des gens quand même assez réservés, assez pudiques. Et nous, les Parisiens, ils sont quand même un peu excentriques, extravertis. Et parfois, ça fait des étincelles parce que ils nous trouvent un peu. Ils trouvent qu'on a un peu le verbe haut et qu'on est un peu parfois prétentieux et dédaigneux. Mais oui, c'est le déracinement, le choc pour papa venant de Kabylie, tombé amoureux fou de maman dans une brasserie alsacienne dans le 3e arrondissement et maman qu'il présente à sa famille. Mais heureusement, j'avais des grands-parents très tolérants et qui ont accueilli papa de façon admirable. Alors, les brasseries, justement, lorraines et alsaciennes, au départ, elles étaient alsaciennes. Et puis, il y a eu la guerre de 70. On avait du mal à trouver de la bière et de la choucroute. Donc, elles ont changé, sont devenues les brasseries lorraines. Oui, les brasseries lorraines. Alors, il se trouve que, justement, votre père est allé en Lorraine. Il a essayé de s'accoutumer là-bas, parce que c'était les vacances. Il buvait des amers, qui étaient des bières. Et ça n'a jamais marché. Il n'a jamais pu s'accoutumer, oui. Florence Belkacem. On avait beau, dans la famille, l'appeler Dédé. Pour la famille, c'était quand même... il demeurait quand même l'étranger, même si, attention, je veux pas choquer ma famille, même s'il a été extrêmement bien accepté, notamment par mon oncle, mon parrain Nounou Paul, que j'adorais, et qui adorait papa. Papa le considérait comme son petit frère. Donc je veux pas du tout les accuser. Mais c'est une remarque d'un des membres de la famille quand au moment du décès de maman, on m'a demandé mais où comptez-vous enterrer votre papa? Et bien naturellement, j'ai dit avec maman dans le cimetière de Saint-Jean-Courcérode. Ah bon? Eh bien oui, pourquoi?
comme si papa demeurait, pour le coup, l'étranger. Il ne pouvait pas, lui, être accueilli dans cette terre lorraine auprès de maman. Ça, j'ai eu un choc terrible, 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 terrible. Hein. Et c'est vrai que je raconte aussi dans le livre que parce que dans cette église de village est rarement ouverte. Il y a évidemment, il n'y a plus beaucoup de curés, de prêtres, et le prêtre qui devait officier pour la cérémonie, eh bien, il a été terrible. Et là, ça a été aussi une grande souffrance pour nous et pour moi en particulier. C'est que au téléphone, il m'a dit, écoutez, je n'ai jamais fait de messe pour un musulman. Alors, il faut me prouver que votre père est bien catholique. Mais mon pauvre papa, arrivé à l'âge de 12 ans de Kabylie, venant rejoindre son père qui était commerçant à Paris, dans le 3e arrondissement, euh, enfin, il avait été éduqué par les pères blancs, papa, parce que en Kabylie, parce que sa maman, en lui donnant la vie, était morte. Et donc, papa n'en a rien su jusqu'à la mort de mon grand-père, ce qui a été terrible. Et donc mon grand-père a fui la Kabylie tant il était dévasté de chagrin d'avoir par la mort de sa femme. Et donc papa, oui, a été donc quand il avait 12 ans, et il n'était pas du tout, enfin, il a épousé maman, une catholique, qui nous a baptisés, enfin. Non, il n'était pas de religion musulmane. Voilà. Enfin. Alors, il faut savoir qu'il y a quelqu'un aussi qui a connu dans ses jeunes années la Lorraine et qui en a gardé un pas très bon souvenir, c'est Alain Bachung. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, il écoutait les radios allemandes et c'est comme ça qu'il a découvert le rock. Mais les Lorrains ne lui parlaient pas alors que ses parents l'avaient placé en Lorraine dans un village appelé Wingersheim. Et aujourd'hui, curieusement, une rue de Wingersheim porte son nom. Ah, bah, tant mieux. Bah, c'est un bel hommage qu'on peut lui rendre, Alain Bachung. Alors, la Lorraine est liée aussi à des plats d'enfance pour vous, Florence Belkacem. Ah oui. La quiche lorraine et le kouglof. Ah, le kouglof, la choucroute, les petits gâteaux d'hiver, de Noël. Ah oui, c'était, oui, c'était. Nous, on était dans la tradition culinaire. Ouais. Et le kouglof, apparemment, on dit que ça remonte au roi mage qui serait arrivé dans la région et aurait remercié les habitants en confectionnant un dessert en forme de turban, c'est-à-dire le kouglof. Mais en même temps, on dit que ça vient d'Europe centrale, le kouglof. Il y a une discussion à ce sujet. Oui, oui. Alors, je ne suis pas sur le sujet très érudite. Je m'en excuse. Mais probablement, oui. En tout cas, c'est la vérité qui circule. Oui. Alors, vous êtes aussi la petite dernière de la famille, et finalement, vous avez été très proche de votre mère. Vous le dites dans ce livre, Coccinelle. Elle n'avait pas été gâtée par la vie. Son mariage a changé beaucoup de choses, et vous avez été très près d'elle jusqu'à la fin. Oui, très près d'elle. Et c'est vrai que j'ai toujours... je m'en suis aperçue en écrivant que j'avais toujours cherché à la protéger. Parce que papa avait eu quand même des blessures, donc cette enfance très difficile. Ensuite, quand arrivé en France, après, il a quand même vécu la guerre d'Algérie. Ça a été très difficile pour papa et maman. Et je pense que... et puis aussi d'avoir imposé comme ça, d'avoir eu le courage dans les années 50 d'épouser quelqu'un qui venait de Kabylie, enfin, dans ce petit village lorrain. Mais le curé à l'époque voulait absolument pas entendre de mariage. Donc ils ont quand même eu une bénédiction religieuse ensuite. Et maman, je pense, était comme ça, avait des douleurs très en elle, mais elle était très réservée. C'était une femme très pudique. Et pourquoi moi j'ai toujours senti un peu cette fragilité, et ce qui fait que c'est vrai que je cherchais toujours à lui faire plaisir, à la rendre heureuse, à lui offrir des beaux bouquets de fleurs pour toutes les fêtes. Et vos souvenirs d'enfance sont aussi liés aux Vosges, avec les vacances dans les Vosges, qui est une région que certains jugent triste, mais qui est très belle. Merveilleuse. Ah oui, oui, les Vosges, l'eau fraîche, la cascade. Il y a une petite cascade Saint-Nicolas comme ça qui est merveilleuse, qui est pas très loin de Gérardmer, enfin sur la route à Crute.
Ça, c'est un petit village qui veut dire chou en allemand. Et oui, c'est les Vosges. Si je ferme les yeux, c'est cette eau très fraîche, vive. C'est les mirabelliers, c'est les coins, ces sapins que j'aime tant, ces épicéas, c'est ça les Vosges. Et on était extrêmement heureux de passer à chaque fois un mois comme ça là-bas dans cette petite maison. Perché sur une petite colline avec une petite rivière. Voilà. Et pour ceux qui aiment les vacances, il y a les vacances d'hiver, quand on pouvait en prendre. C'était dans le Jura. Dans le Jura, d'ailleurs, il y a la petite Sibérie française qui est Mout, un village où la température tombe à moins 41 degrés. Et je crois que les touristes ont même des diplômes de résistance au froid quand ils sortent par cette température. Et le Jura aussi, c'est très lié à vous, Florence Belkacem. Alors, le Jura, enfin, c'est plus... alors, le Jura, j'y suis allée quelques fois pour faire du ski, évidemment, température glaciale, etc. Mais c'est plus... attendez, du coup, j'ai un trou de mémoire sur là où on fait du ski, dans les Vosges, les stations là. Gérardmer. Oui, mais au-dessus où on peut skier. Oula, j'ai un petit trou de mémoire. Et j'ai fait quelques fois du ski. Je peux pas dire... on allait beaucoup plus peut-être l'été, hein, quand même. L'été. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que vous avez un tempérament de clown lorsque vous étiez enfant. Oui, ça, vous faisiez des imitations. Oui, j'adorais ça. J'entends encore papa rire aux éclats quand j'imitais les accents. Ça, papa adorait. Oui, oui, j'étais très. Il avait malgré un peu ces douleurs qu'il avait en lui aussi, cette souffrance. C'était quelqu'un de très résilient, très gai, très heureux. Il prenait la vie toujours du bon côté et donc il aimait beaucoup rire et partager comme ça des anecdotes, des histoires. Voilà. Et ce qui l'aurait beaucoup amusé, parce qu'après il l'a pas su, mais c'est que je me suis mise à la boxe française. Et j'ai cru comprendre que lui aussi, dans sa jeunesse, à Paris, il avait pris des cours de boxe française. Donc je crois, mon cher papa, là où tu es, que tu serais très fier de moi. Pourquoi la boxe française, j'ai un tempérament comme ça de... j'aime bien quand même. Je suis assez, je vais pas dire envoyer des coups, mais je suis une, pas une guerrière, mais je suis une battante quand voilà. voilà. Et justement, ce côté guerrière, vous l'avez ensuite développé à la télévision. On va en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 25 septembre 1987. À tout de suite sur Sud Radio avec Florence Belkacem. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Florence Belkacem. On parlera tout à l'heure de Coccinelle, ce récit assez étonnant que vous avez publié. Et on revient à une date, 25 septembre 1987. C'est votre première télévision dans cette émission. L'émission de Thierry Ardisson, Bain de minuit, où vous êtes aux côtés d'Ardisson au bain-douche. Comment c'est arrivé, Florence Ah oui, Belkacem? merveilleux. Et je voulais depuis toujours faire de la télé, mais là j'étais jeune, hein, j'avais quoi, 21, 22, peut-être 22 ans, incroyable. Et j'avais eu la chance de... Ah oui, c'est via un stage dans l'édition que j'avais fait, j'avais eu la chance de croiser Patrice Duhamel, qui dirigeait la 5 à cette époque-là. Et je lui avais dit, oh, j'aimerais bien faire de la télévision. Il m'a dit oui, mais enfin bon, vous avez déjà travaillé? Je lui ai dit oui, j'ai fait des stages, déjà à VSD, en politique et tout. Et m'a-t-il dit, il y a un homme qui s'appelle Thierry Ardisson, on n'avait jamais entendu parler, qui recherche quelqu'un pour faire des interviews politiques à ses côtés pour une émission de télé. Oh, je lui ai dit, ah bon, c'est génial et tout. Et il m'a dit, si vous voulez, Florence, je vous mets en contact avec lui. Et Thierry Ardisson m'a reçu rue du Faubourg Saint-Honoré, magnifique. Enfin, déjà physiquement, je trouvais très très beau avec son sourire éclatant et ses très beaux yeux bruns. Et donc j'étais très intimidée et il m'a proposé, il m'a dit mais vous voudriez essayer de faire des interviews politiques et tout. Et je lui ai dit ah oui j'adorerais. Et donc il m'a proposé de participer à l'émission Bain de minuit. Et là j'ai vraiment fait mes premières armes. Hein. Mais alors comme j'étais très bosseuse, je travaillais beaucoup. J'avais une tonne de dossiers de presse sur les hommes politiques. Je bossais à fond. Alors le truc pas très gentil, parce qu'il était déjà associé à Catherine Barma, c'est que je préparais toute l'interview. Et je me souviens de la réaction de papa, de mon père, à la diffusion de la première émission, parce que j'avais eu le sentiment, je sais plus qui en avait reçu, Chaban-Delmas, je crois. Hein. Ça nous rajeunit pas. Hein. Et puis j'avais vraiment travaillé et tout. En revanche, au montage,
Catherine Barma m'avait laissé, je crois, 3 minutes, quoi. On me Ouais. voyait comme ça. Et mon père avait été fou furieux en disant, mais comment et tout. Bon, voilà. Mais j'ai fait mes premières armes. Hein. Il faut savoir à l'époque que Thierry Ardisson commençait à la télévision, il était publicitaire avant, et on lui doit un slogan célèbre, c'est touche pas à mon poste. Ouais, ouais. Touche pas à mon pote plutôt à l'époque. Ouais. C'est lui qui l'a trouvé dans une campagne de publicité. Alors, c'est la première émission où l'on vous voit en fait. Vous êtes en train d'interviewer Simone Veil tous les deux Ah au oui. bain-douche. Ah. Et c'est assez étonnant parce que Thierry Ardisson demande l'autorisation de fumer et Simone Veil ne lui interdit pas. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui, Florence Belkacem. Ah oui, ça c'était impossible. Et pour l'info, pour l'anecdote, c'était drôle parce que donc pour aller au bain-douche, puisque c'était cette boîte de nuit, hein, il fallait donc monter un escalier, quelques marches. Hein. Et Catherine Barma voulait absolument que je monte les marches avec Simone Veil. Mais le problème, c'est qu'on a dû faire 3 ou 4 prises. Et alors Simone Veil m'avait dit, mais où suis-je? Dans un bordel? Où m'avez-vous emmené? Où m'avez-vous invité? Parce que c'est moi qui l'avais décroché, Simone Veil. Oh, ça avait été... Alors ensuite, elle avait été odieuse dans l'interview. Je posais une question, elle ne s'arrêtait jamais dans ses réponses. J'ai dû poser 2 questions au final, ou 3. Enfin, c'était drôle. C'est un Ouais, souvenir. effectivement, c'était Simone Veil au bain-douche. Je crois que c'était la seule fois de sa vie. Ah oui. Il faut savoir que le bain-douche, au départ, c'était une discothèque underground, qu'elle a fait faillite, que Coluche est entré dans le Capital pour la sauver. Et c'est devenu une discothèque de musique salsa. Et ensuite, c'est devenu les bains, tout simplement, quand votre émission a commencé. Ouais, c'est ça. Alors, finalement, le journalisme, c'est devenu une passion. Pourquoi le journalisme, Florence Belkacem? Ah, depuis l'âge de 11 ans et demi, je voulais être grand reporter sur les animaux. Hein. C'était, je voulais aller au fin fond de l'Amazonie, chasser les fauves. Enfin bon, bref, je voulais absolument. Et bon, après, j'ai interviewé des fauves politiques, comme Oui. quoi. Hein. Et depuis toute petite, hein, je voulais être journaliste. Moi, c'était vraiment ça qui m'animait parce que j'étais. Moi, j'aime le contact avec les gens. Je suis assez curieuse et oui, puis ça me plaisait, c'est-à-dire découvrir comme ça la vie de certaines personnalités, et les soumettre à des questions un peu qui titillent, qui C'était pas font facile. grincer Alors, il faut savoir que les le dents. parcours, vous avez eu le bac, un doc d'histoire, le studio École de France, qui était une école, d'ailleurs, que vous avez fait avec Patrick Roger, je crois, Absolument. qu'on écoute le matin de 6h à 10h Voilà. sur Sud Radio. Et effectivement, vous allez commencer à interviewer tout le monde. Il y a Roland Dumas, Jacques Attali, Gérard Longuet, le duc d'Anjou. Ouais. La Ah liste oui, est à la longue. Duc d'Anjou, c'était avec Ardisson, Ouais. et à bain de minuit. Oui, ça c'était au tout début, tout début. Mais à l'époque, une femme intervieweuse, c'est pas si courant, Florence Belkacem. Non, c'était pas si courant, mais Ardisson était un gros traqueur. Il avait besoin d'être rassuré, aimé. Donc, moi, je pensais que je l'amusais aussi parce que j'avais ce côté comme ça tenace, j'avais ce côté travailleur parce que c'est un bourreau de travail aussi, Ardisson. Donc, on s'entendait bien là-dessus sur la valeur du travail. Oui, mais en même temps, il fallait se faire respecter les invités. Et une femme intervieweuse, c'était pas aussi respecté Non. qu'aujourd'hui. Ouais, oui, non, c'était pas aussi. Non, moi j'ai fait vraiment. Non, c'était compliqué. Oui, c'était pas évident. Mais bon, j'avais aussi. J'étais très jeune, donc j'avais le privilège de l'âge. Ça a fonctionné quand même. Alors, la première journaliste, je me suis un peu renseigné, en 1897, elle s'appelait Marguerite Durand. Elle a sorti La Fronde, un quotidien dirigé, administré, rédigé par des femmes uniquement. Ah, génial. Vous voyez, c'était le Ah mouvement ouais. MeToo avant la lettre. Ah ouais, génial. Alors, Ardisson, ça a continué, mais toute seule avec 12 animateurs, avec Télésèbre, Florence Belkacem. Ah, Télésèbre, ça c'était sur France 2, avec Voilà. toujours avec Thierry Ardisson. Là, j'avais un peu plus de place dans l'émission, j'animais des confrontations. Ah oui, je faisais des vraies interviews. Oui, là, Et puis le débat à l'époque où le débat n'était pas aussi présent Ah oui, le aujourd'hui. débat, on avait des confrontations, c'est vrai, avec je crois des avis, des chocs de culture. Oui, on avait ça. Parce que j'ai vu des images entre Philippe Bouvard et Jean-Charles de Fontbrune où oui. vous avez du mal à en placer une Oui, bah, et où ils s'affrontent vraiment, comme Très- dans les débats d'aujourd'hui. très Vous étiez en durement. avance sur votre temps. oui, en avance sur mon temps. Ouais. Et c'était pas très dur de tenir le choc par rapport à des gens comme ça. Bah, je pense que j'étais pas consciente en fait enfin pas du danger, mais de la prise de risque. J'y allais quoi, parce que j'ai un côté soldat. Moi, j'ai un côté bon soldat. C'est peut-être le côté un peu lorrain. Non, mais j'ai un côté quand même. Oui, j'ai un côté soldat. Je vais à la bataille, je vais au front et je me pose pas trop de questions. Faut foncer. Oui, Mais- je pleure pas sur moi. Je suis pas en train de me lamenter, de
pleurnicher. Non. Les débats, en plus, c'était pas si courant qu'aujourd'hui. Non. Le premier vrai débat à armes égales à la télévision dans les années 70, il y a eu un scandale, qui était Maurice Clavel, qui, après avoir vu le film qu'il avait réalisé, où on avait coupé 15 secondes, s'est levé en disant « Messieurs les censeurs, bonsoir » et a quitté le plateau. Ça, c'était historique. Vous êtes parvenu, vous, à ce que vos invités ne quittent pas le plateau, Florence Belkacem. Une fois, une fois, ça m'est arrivé quand même à RTL, avec une interview avec Bernard Pivot, qui avait, il avait été furieux parce que j'avais osé lui demander, il recevait à l'époque Solzhenitsyn pour son émission, et j'avais osé lui dire, est-ce que Solzhenitsyn vous a demandé les questions à l'avance? Oh là là, crime de lèse-majesté, qu'est-ce que j'avais osé dire? Il a piqué une colère en disant, mais quand même, comment osez-vous? Il a foutu le camp et est parti. Ouais. Il y a eu lui, il y a eu Bernard Tapie aussi. Oui, hein, c'est mal terminé. mais à son domicile. Ah oui, oui, lui voulait. Bernard Tapie voulait quasiment faire les questions. Il m'a dit à un moment, il m'a dit, mon petit coco, c'est moi qui pose et qui fait les questions, qui pose les questions et qui y répond. Hein. Je lui dis ah bon, et moi je fais quoi? Tu m'écoutes. Voilà. Et j'avais pas trop aimé, donc j'avais dit bon, on arrête. Puis il y a un débat surréaliste que vous avez animé dans Télézèbre. C'est une rencontre entre Jackie Sardou et un ennemi des chiens. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? C'est unique à la télévision. Ah oui, j'ai quelques souvenirs de. Ah oui, c'était drôle. Elle était drôle. C'était un personnage. Elle avait une chienne, Tara, qu'elle aimait plus que tout. Et il y avait un monsieur qui disait faut éliminer les chiens de la terre. Je crois que c'était un journaliste de. Je crois que c'était Fabien Gruyer. C'est non, ça. C'est ça. Hein, ouais, il me semble bien. Et alors, c'était terrible. Elle me disait, elle faisait des grimaces en disant je lui tordrai le cou, celui-là. Enfin, elle faisait des messes basses. Enfin, c'était incroyable, oui. Mais finalement, c'est des personnages comme ça. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu le privilège de les rencontrer, Florence Belkacem? Je trouve peut-être les gens, c'est-à-dire que le problème, c'est que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est que la parole n'est plus vraiment libre. C'est que vous pouvez plus faire un petit brin d'humour sans être taxé d'être raciste, de tout ce qu'on veut, quoi, de sexiste. Donc évidemment, les artistes, ils se brident. Voilà, là oui, la parole, elle est. Il faut du courage aujourd'hui pour oser exprimer ce qu'on a sur le cœur. Voilà, quand Jackie Sardou dit à son interlocuteur si vous continuez, je vais vous empailler, je vais vous faire empailler, on peut plus imaginer ça aujourd'hui, Florence Belkacem. Non, mais pourtant, oui, mais il faut que les paroles se libèrent à nouveau. Il faut retrouver cette légèreté, ce ton, cette acidité, ce brin, l'ironie. Enfin, il y a plus. C'est vrai, il faut qu'on recultive, il faut qu'on retrouve, faut renouer avec l'esprit français. Voilà. Et l'esprit français 18e et pas 18e arrondissement, vous l'avez évoqué dans vos questions. On va en parler à travers une autre date, le 4 avril 2007. À tout de suite sur Sud Radio avec Florence Belkacem. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Florence Belkacem. On parlait tout à l'heure de Coccinelle, ce récit qui paraît en format poche aujourd'hui. 4 avril 2007. Aucun souvenir, c'est la sortie d'un livre qui s'appelle Vous pouvez répéter la question. Ah oui. Et ce livre, le sous-titre est ces interviews qui ne sont pas prêts d'oublier. Et ça, c'est votre marque de fabrique, Florence Belkacem. Oui. Si vous le pensez, je suis ravie. Oui, donc ce livre, c'était en fait un condensé de certaines interviews que j'avais pu faire à la radio, à la télévision, à la presse écrite, puisque j'ai longtemps fait la dernière page de VSD sans concession. Et ce qui était amusant, c'est que des personnages comme Ségolène Royal, par exemple, je l'avais vraiment connue députée, ministre, après candidate à la présidentielle. Donc j'avais pu parfois, au bout de la 4e interview, voir l'évolution. Donc je décrivais un peu les coulisses de ces interviews dans Vous pouvez répéter la question. Et bien sûr, mon ami Cabu, mon grand ami Cabu avait fait toutes les caricatures des personnages. On avait beaucoup ri pour représenter Arnaud Montebourg, Ségolène. Enfin, c'était drôle. Alors, beaucoup d'interviews venaient de l'hebdomadaire VSD. Et quand Maurice Siegel l'a lancé, et je m'en souviens très bien, personne n'y croyait à ce journal. Ouais. En disant ça ne marchera jamais, un hebdomadaire de week-end, ça intéressera personne. Les gens ne lisent pas le week-end. Résultat, le premier numéro a été épuisé en une journée avec Isabelle Adjani en couverture. Et ça a fait 400 000 exemplaires. C'était énorme. Et là, effectivement, vous êtes arrivé là-dedans avec un ton très particulier. C'est-à-dire que sans concession, encore une fois, c'est votre marque de fabrique, Florence Belkacem. Sans concession, parce que je considère que... oui, moi,
j'aime bien en fait aller un peu chercher les gens. Les pousser dans leur retranchement. Les interviews faciles, la complaisance, non. Les meilleures interviews sont celles où on brusque quand même un peu l'invité pour lui faire dire un peu autre chose. Sinon, c'est un robinet d'eau tiède et auquel cas, c'est pas très intéressant. Mais il faut avoir du courage quelquefois pour faire autre chose et prendre le risque que les invités se fâchent. Oui, alors, au fil du temps, en prenant un peu d'âge, eh bien, je veux dire que j'ai un peu plus de rondeur, à la limite dans mes questions. Enfin, peut-être pas physiquement, mais je suis plus douce, je souris, je mets un peu plus les formes pour faire passer des questions un petit peu, parfois, un petit peu vachardes. Voilà. Alors, ça veut dire aussi qu'avec vous, aucun sujet n'est tabou et vous n'hésitez pas à lancer des flèches contre vos invités, Florence Belkacem. Des flèches quand elles sont justifiées. Bien sûr. Les flèches ne sont jamais gratuites. Mais c'est vrai qu'aucun sujet n'est tabou et ça, c'est rare. Non, j'essayais oui, d'aborder des sujets. Oui, j'étais pas frileuse. Voilà. Et Mais en même temps, ça demandait beaucoup de travail. beaucoup de travail, parce que quand on attaque, il faut avoir bien préparé ses dossiers. Enfin, Voilà. quand on attaque. Il faut les arguments pour le faire. Absolument. Et le sous-titre qui était, vous pouvez répéter la question, quand un invité vous disait cela, vous sentiez qu'il se passait quelque chose. Ah oui, quand on me disait, vous pouvez répéter la question, ça c'est que la question, elle commençait à déranger là, ça commençait un petit peu oui, à l'embêter, à le faire grincer un peu des dents. Oui, c'était. Et ça vous gênait, au contraire, Non, ça vous stimulait? Ça me stimulait. Il fallait pas. C'est vrai qu'il fallait. Parfois, c'est vrai que j'ai eu du courage parce qu'il fallait pas se démonter quand même. Hein. Quand vous avez certaines personnalités politiques qui sont tout à coup détestables et qui vous traitent comme ça avec un air très dédaigneux. Oui, j'ai eu parfois du courage, hein, parce que c'était pas évident. Hein. Ouais, surtout, il y avait des machos quelquefois. Ouais, de faire face à certains bonhommes là de la politique. Ah oui, non, c'était. Quand on est une jeune femme, oui, c'était. c'est pas évident. Oui. Non, c'est pas. Non, du tout. Alors, il y a un truc de journaliste qui est très simple, c'est-à-dire que quand on a fini quand la réponse est finie, on laisse un temps de silence et l'invité, un petit peu énervé, en rajoute et dit ce qu'il ne voulait pas dire avant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Florence Belkacem. Oui, quelquefois, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez aussi lutté contre l'expression la langue de bois. Oui. Ça, Oui. c'est une chose qui vous énerve. Sans chichi, sans complaisance et sans langue de bois. C'était mon slogan sur TF1. Ouais. Alors, la langue de bois, la première fois que cette expression est employée, c'est un discours de Georges Clémenceau en 1919, en rapport avec son style et son élocution. Et ensuite, dans les années 50 et après, ça a été le cliché du journalisme français pour dénigrer le discours officiel soviétique. Ah oui. Et c'est une expression qui est restée aujourd'hui. Alors, vos interviews, et c'est rare aujourd'hui, elles durent au moins 1 heure, voire plus. Pour vous, c'est essentiel. Essentiel. Oui, parce qu'il faut mettre à l'aise, en fait, il faut que l'invité se sente en confiance. On peut pas attaquer comme ça, bille en tête. Il faut vraiment un peu, le mettre en confiance et puis être vraiment à l'écoute et pas à chaque fois essayer de l'interrompre. Non, je pense que j'ai progressé beaucoup dans cette manière de faire. Oui, mais surtout à l'époque, les interviews longues existaient. Aujourd'hui, à part les clés d'une vie et quelques autres, c'est très rare. Eh oui, hélas. Ça vous énerve pas? Tout fout le camp, cher Jacques. Non, ça vous énerve pas de voir que... Oui. Alors moi, j'aime bien aussi les interviews courtes, mais bon, j'aime bien le côté qui va vite. Mais c'est vrai que pour diffuser 5 bonnes minutes, il faut bien enregistrer 20 minutes, quoi. Et alors peut-être aujourd'hui, oui, on va plus à la facilité quand même. Et vous êtes aussi en avance sur votre temps parce qu'aujourd'hui, dans les interviews, on n'hésite plus à parler d'argent. Vous avez été la première à le faire, Florence Belkacem. Ah oui, c'est vrai que j'ai demandé. Je crois que j'avais demandé. Ça, c'était à VSD. C'était le syndicaliste, le patron du parti pas de Force ouvrière. Non, vous faites allusion à. Ah non, régulièrement, vous parlez argent avec les invités. À chaque fois, je demandais combien vous pesez. Non, mais c'est d'arriver souvent, alors qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. C'était très. Oui. Enfin, tout le monde certains de mes interlocuteurs se froissaient, hein, quand même un peu. Hein.
Et là aussi, vous étiez en avance sur votre temps. Vous n'imaginiez pas que quelques années après, ce serait courant que chacun évoquerait son salaire. Oui, j'osais. En fait, j'avais du culot, j'avais de l'audace. Enfin, j'ai une certaine audace. Vous vous en rendiez compte de cette audace, de cet côté novateur? À la réaction de certains de mes invités, oui. Je me rendais compte que parfois j'allais un peu loin et que oui, je me démontais pas, ou je disais vous pesez combien vous? Et alors le type me répondait je pèse 85 kilos. Ah oui, et financièrement? Voilà. Oui, boum. Ah ouais, c'était Et drôle. après, ça passait. Mais en revanche, moi, dans mes interviews, j'ai toujours aussi pratiqué l'humour. C'est-à-dire que pour poser des questions un peu directes, il faut quand même aussi mêler l'humour aux questions. Et ça, Cabu était très, très admiratif de ça. Il me disait, et il m'a encore dit, il me l'avait dit avant de mourir, ne perds jamais ton humour, Florence. C'est ce qui fera la différence avec les autres journalistes. Mets toujours de l'humour dans tes interviews. Oui, et puis il y avait aussi les interviewés sensibles, les écorchés vifs, comme Michel Blanc ou Richard Boringer. Il fallait pas les prendre de front. Oula, oui. Richard Boringer, on a été fâchés pendant quelques années. Oui, Pourquoi? Non, mais lui, c'était quand j'étais sur Match TV. Je faisais une émission qui s'appelait Florence Belkacem Interview, FBI. Alors, c'est vrai qu'on avait été un peu maladroit, je pense. Et c'était le jour de son anniversaire. Et on avait eu la bonne idée de lui offrir un gâteau. Mais le problème, c'est qu'on avait été en retard dans le tournage de l'émission. Et donc, Boringer, dans la loge, avait bu à lui tout seul une bouteille de whisky. Donc, je ne vous raconte pas l'état de furie dans lequel il était quand il a vu arriver ce gâteau d'anniversaire. Et moi, j'étais enceinte en plus. Enfin, bon, je ne l'avais pas encore dit et tout. Et je me suis dit, mais je vais me prendre de gâteau d'anniversaire dans la figure. Non, enfin, il s'est levé, il est parti et tout. Pendant longtemps, hein, ça a été... Ah oui, oui. Puis, Boringer, il fallait faire attention aux questions qu'on posait. Hein. C'était... Ah, mais moi, je me souviens d'un rendez-vous avec un éditeur qui devait signer son premier livre, C'est beau une ville la nuit. Oui. Tout était OK. Et puis, l'éditeur commence à rire de certaines choses. Boringer s'est levé au milieu du dîner. Il est parti chez un autre éditeur immédiatement. Oui, C'était le oui. caractère. Alors, vous avez aussi rencontré beaucoup de gens politiques. Et Nicolas Sarkozy, vous avez suivi son ascension aussi, Florence Belkacem. Oui, oui, absolument. Oui, je l'ai connu maire de Neuilly. Je suis allée l'interviewer. Je racontais d'ailleurs dans une de mes interviews, c'était un jour d'hiver quand je l'avais interviewé à la mairie de Neuilly. Il y avait un feu de cheminée et je le trouvais très... il était assez touchant parce qu'il avait ce côté un peu petit garçon. Je lui posais des questions, il enlevait un peu ses Weston, ses chaussures. Et après, bon, évidemment, cette ascension incroyable, ministre, et puis après, président de la République. Oui, oui, je l'ai vu vraiment évoluer, Nicolas Sarkozy. Et vous créez ensuite des liens comme ça avec certains des gens que vous interviewez? Pas avec tous, hein, mais Non. avec certains, j'ai conservé des liens, oui. Et il y a quelqu'un avec qui vous avez conservé des liens, et bien avant que Nicolas Sarkozy la connaisse, Florence Belkacem, c'est Carla Bruni. Ah, Carla Bruni. Oui, Carla Bruni. Oui, oui, oui. Oui, oui, on est très... oui, parce qu'en fait, je l'avais interviewée dans l'une de mes émissions sur TF1, je sais en 96, Ouais. et on avait beaucoup sympathisé, et après on s'est revus, on est devenus un peu amis, et puis surtout on a eu nos bébés en même temps, quasiment à 1 an d'intervalle. Et elle avait été très touchée que j'appelle ma fille Carla, mais bon, c'était... Et non, et d'ailleurs, j'ai eu un très beau message de Carla Bruni qui a lu Coccinelle et qui a été bouleversée par le livre. Et ça m'a vraiment fait Oui, chaud au cœur. et je crois qu'un jour, vous aviez une interview avec elle, vous étiez tellement bien avec elle qu'elle a renvoyé le journaliste suivant. Ah oui, c'était le journaliste du Monde. C'est ça, exactement. Oui. Tant pis pour lui. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui a beaucoup compté dans votre vie, quelqu'un qui a chanté un refrain que tout le monde connaît. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes. Alors, cette chanson de Serge Gainsbourg, en fait, on pense que c'est une rupture sentimentale. Pas du tout. À l'époque, il était malade, il avait une crise cardiaque, il était persuadé qu'il allait mourir, et c'est à Jane Birkin qui dit « Je suis venu te dire que je m'en vais ». Ah, je l'ignorais. Hein. Et donc, Gainsbourg, c'est un peu votre interview fétiche, Ah oui. Florence Belkacem. Ah oui, Gainsbourg, on m'a envoyé chez lui. J'étais, alors là, pour le coup, j'ai été stagiaire, et VSD, et c'était pour un livre, Ainsi sont-ils, qui était dirigé par Jean-Marc Lège, qui était à la tête d'Ipsos, et incroyable. Et je me suis retrouvée face à ce monsieur
Je l'attendais, il était arrivé en retard, donc je l'attendais devant sa porte, rue de Verneuil. Je me souviens, il est sorti du taxi, boum, il s'est pris le haut de la voiture dans la tête, dans le front. Et Gainsbourg, contrairement à tout ce qu'on avait pu dire, c'était quelqu'un d'une extrême pudeur. D'une extrême élégance et il avait beaucoup aimé mais on a fait une interview, j'ai fait une interview marathon, j'ai passé plusieurs jours avec lui. Mais de la première fois, quand j'étais à 16h chez lui et que je suis sortie à 3h du matin, il m'avait emmené au Ritz et tout. Enfin, c'était un truc incroyable. Mais j'avais un peu la trouille quand même, parce que me retrouver dans sa maison avec ses murs noirs, tous ses portraits, c'était un côté comme ça. C'était un peu bizarre comme ambiance. Et Gainsbourg avait beaucoup aimé parce que il m'avait dit que contrairement à tous mes petits amis, copains de cette profession, eh bien moi j'étais capable de prendre des notes, d'écrire. Et alors on avait passé mais vraiment des jours à écrire une auto-interview, une interview. Ah non, c'était merveilleux. Et il avait une particularité, c'est-à-dire qu'à l'antenne, il faisait un numéro, il faisait semblant qu'on ne le comprenne pas, et dans la vie, après, quand le micro était fermé, il parlait tout à fait normalement. Oui. Ah bah oui, c'était Gainsbourg qui prenait le dessus. Hein. Voilà. Ouais. Et ces interviews entre la presse et la télévision, finalement, vous avez mené une carrière d'intervieweuse femme à la télévision. Vous avez été aussi une pionnière. Oui, je sais pas. Oui, peut-être un petit peu, mais vous avez eu tout le monde, moi, y compris François Hollande avant qu'il soit candidat à la présidence, qui avait un côté anguille. Ah oui, très, très anguille. Déjà, pour décrocher une interview de François Hollande, il fallait se lever de bonne heure. Et oui, très anguille, beaucoup d'humour, sachant beaucoup jouer avec les journalistes. Très, très habile. Il vous a dit un jour que Ségolène Royal, avec qui il vivait à l'époque, lui reprochait de se bourrer de pain. Ah oui, exactement. Oui, c'était drôle. Il m'avait dit aussi que si s'était vu en insecte, ça aurait été une fourmi, tellement il travaillait quand même. C'est un bosseur, François Hollande, même s'il avait ce côté un peu débonnaire, dilettante, peut-être un peu, mais ouais, Hollande. Et ce parcours, finalement, c'est un parcours avec le recul incroyable, parce que vous avez rencontré tout le monde. Oui, j'ai rencontré beaucoup de personnalités et j'espère en rencontrer encore beaucoup d'autres. Et il y a quand même plein de jeunes de talent et qui gagnent vraiment à être découverts un peu plus en profondeur. Non, Ce qu'on va voir maintenant, ce qu'on va découvrir plutôt, c'est ce livre Coccinelle à travers une autre date, le 15 avril 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Florence Belkacem. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Florence Belkacem. 15 avril 2021, sorti chez Pocket de l'édition Poche de Coccinelle, un récit que vous avez écrit voici un an, qui est sorti déjà au Cherche Midi. Eh bien, c'est un récit très particulier, et vous dites on ne fait pas le livre que l'on veut, on fait celui qui est venu à vous tout seul, et c'est le cas de ce livre. Oui, il est venu tout seul, il s'est imposé à moi via maman. Et si je peux résumer ce livre, le message de ce livre, c'est de dire ne croyez pas que tout s'arrête après la mort. Si vous êtes attentif, vous pouvez capter des signes des défunts, de ceux que vous avez perdus. Alors évidemment, au risque, c'est vrai que je me suis dit, je vais passer pour une illuminée en disant cela, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment libéré une parole sur la mort. J'ai cassé un tabou, ça je m'en rends compte au regard du courrier, du très grand courrier que je reçois. Alors effectivement, le point de départ de ce livre, c'est la mort de votre mère et son enterrement, donc en Lorraine. Et ce jour-là, il y a une coccinelle qui vous suit à l'église, ce qui est une chose étonnante. Racontez-moi. Ouais, qui me suit. Oui, alors donc on est on est en janvier 2013, il fait 5 degrés dehors, le temps est froid, pluvieux, l'église n'est quasiment jamais ouverte, faute de curé dans tous ces petits villages, et donc elle est très froide. Et il est vrai que je fais une très belle, je fais une mise en scène presque de son départ, que je voulais poétique, que je voulais bucolique, et on lui fait un parterre de pétales de rose et tout. Et avec ma fille qui avait 10 ans à peine, qui était dans mes pas, mes deux sœurs. Et moi, c'est vrai que là, pour le coup, je suis comme un metteur en scène qui veut bien faire cette dernière scène finale.
Et en pleine cérémonie, tout à coup, une petite coccinelle avec une robe rouge écarlate, 7 points, c'est vraiment la coccinelle du bonheur, est venue se poser sur la balustrade du banc. Et donc, mon mari l'a vue, c'est lui qui l'a vue en premier, ma fille, elle est venue vers moi, je la prenais sur la main, je la passais à ma fille, je la passais à mes sœurs, elle revenait toujours, on a été fascinés, si bien que le curé s'est un peu énervé en disant il faudrait peut-être suivre ce que je raconte. Et là, alors évidemment, comment imaginer que ce soit maman? Non, pas vraiment, mais quand je me suis couchée le soir, je me suis endormie sur cette image de coccinelle, et là, pour le coup, ça m'a réconfortée en me disant, et si c'était elle? Surtout qu'une coccinelle en janvier, en Lorraine avec le froid, théoriquement, c'est impossible. Vous êtes renseignée, Florence Belkacem. Absolument. J'ai tout de suite, quand je suis revenue à Paris, j'ai interviewé un anthologiste, François Lasserre, et je lui ai demandé si c'était possible une coccinelle en plein hiver. Et il m'a dit, écoutez, soit l'église, elle est chauffée tous les jours, et le chauffage marche très fort, auquel cas un nid de coccinelle a pu se réveiller, et là, une coccinelle a pu venir vous rendre visite. Mais alors sinon, parce qu'elle migre aussi les coccinelles, ce que j'ignorais, et sinon, c'est quasi impossible. Voilà. Donc je suis restée sur son avis, et puis le temps a passé, et puis quelques mois se sont déroulés, et puis une deuxième coccinelle incroyable. Un soir de décembre, pareil, dans ma cuisine, j'ai un plan de travail en marbre noir, et je venais de récupérer ma fille du collège. Et pourquoi est-ce qu'on est allé, vous voyez, il y a peut-être des signes aussi, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé dans notre salle de bain se laver les mains, mais pourquoi est-ce qu'on est allé dans la cuisine, et en ouvrant le robinet d'eau, ma fille m'a dit, maman, regarde, maman, regarde. Et j'ai vu cette petite coccinelle rouge, merveilleuse, et alors là, j'étais dingue, j'étais folle de joie. Donc j'ai pris une photo, et j'ai appelé des amis qui m'ont dit, mais tu débloques complètement, arrête, t'es complètement illuminée, mais ça peut pas être ta mère, etc. Et la coccinelle est restée toute la soirée quasiment avec nous, et après, mystérieusement, elle a disparu. Et voilà, et l'histoire commence. Voilà. Il faut savoir que la coccinelle, jusqu'à vous, la plus célèbre, c'est celle de Gottlieb, dans la bande dessinée, celle de la rubrique à bras, qui commentait l'action en arrière-plan, qui prenait le contre-pied du récit. Il y a eu une série de dessins animés, La coccinelle de Gottlieb, où elle commentait des œuvres d'art. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. C'est assez croquignolesque. C'est du Gottlieb pur et dur. Alors, vous interrogeant effectivement sur cette coccinelle, vous êtes immédiatement allé voir un médium qui s'appelle Patricia Darc, qu'on vous avait recommandé, Florence Belkacem. Alors, non, je suis pas... Alors, non, on m'a proposé d'interviewer Patricia Daré pour ma dernière page sans concession dans VSD. Et j'avais dit à cet attaché de presse qui m'avait contacté, écoutez, non, je viens d'enterrer maman, je veux pas parler de la mort, ça ne m'intéresse pas, etc. Et elle m'a dit, est-ce que je peux vous rappeler plus tard? Elle m'a dit, je lui ai dit, écoutez, rappelez-moi peut-être dans 3 semaines. Et 3 semaines après, elle m'a rappelé. Et je me suis laissée tenter. Et effectivement, j'ai rencontré Patricia Daré avec ses grands yeux noirs. Et on était au Café des Deux Magots, face à l'église. Là aussi, c'était un jour d'hiver. Et puis, évidemment, je n'avais qu'en tête, je voulais savoir si cette coccinelle, ça pouvait être maman. Donc, ça tournait vraiment à l'obsession dans ma tête. Et je lui ai dit, vous savez, je lui ai raconté ce qui s'était passé à l'église. Et elle m'a dit, le plus naturellement possible, ah, mais écoutez, les défunts envoient tout ce qu'ils veulent, des plumes, des papillons, des oiseaux, des coccinelles. Je lui dis, comment? Elle me dit, mais c'est votre maman. Bien sûr qu'elle était là. Elle a signifié sa présence par cette coccinelle. Et là, j'étais estomaquée. Et je suis sortie de l'interview, mais je volais. Alors moi, j'ai un côté comme ça, très spontané, où je m'enflamme beaucoup pour les choses. Et je suis merveilleux et tout. J'ai appelé ma grande sœur et tout en me disant... Et ma grande sœur, l'esprit très cartésien, m'a dit, ah, tu crois, maman aurait envoyé une coccinelle? Je dis, mais je te le dis, écoute, elle vient de me le confirmer, c'est une médium, etc. Et voilà. Et après, évidemment, la coccinelle est revenue me voir à plusieurs reprises. Et dans des moments où, à chaque fois, j'avais besoin soit de maman, j'avais besoin de force, j'attendais des réponses et tout. Et là, elle m'envoyait un petit signe pour me dire, tiens bon, Florence, ça va marcher, etc. Ça a commencé comme ça. Mais justement, vous dites aussi que chacun a des signes à condition qu'il les voit. Et les gens ne le voient pas toujours, Florence Belkacem. C'est ça. Alors, c'est très compliqué. D'où je dis, il suffit d'ouvrir son esprit et ses yeux pour capter des signes. Alors,
alors, il faut être attentif aussi à la nature. C'est peut-être aussi parce que moi, j'étais quelqu'un d'attentif à la nature que j'ai pu capter aussi, j'ai pu voir ces coccinelles. Le problème, et c'est ce que je dis un peu dans le livre, c'est que les gens aujourd'hui sont collés à leur portable et ils préfèrent admirer un petit oiseau, une coccinelle sur un écran de portable plutôt que de regarder, de lever les yeux au ciel et de regarder sur une branche l'oiseau ou regarder une fleur, un insecte, enfin un papillon, etc. Mais les signes, c'est-à-dire que moi, je pense, je suis convaincue aujourd'hui. Vous savez, dans ce livre, c'est aussi une réflexion. Je suis allée interroger Victor Hugo. Hein, je suis allée interviewer Socrate. Je suis allée interroger Socrate aussi pour comprendre. Et puis, je suis allée voir du côté de Descartes, du côté de Diderot, pour savoir si l'âme pouvait être immortelle. Victor Hugo dit à la mort, l'homme finit, l'âme commence. Donc moi je crois en l'immortalité de l'âme parce que je pense aussi que je peux pas imaginer que notre âme soit précipitée dans les ténèbres à jamais. C'est pas possible. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai un amour fou pour la vie que je pense que la vie ne cesse jamais d'exister. Et je voudrais raconter une chose, c'est que Thomas Edison, qui était quand même un savant génial, hein, il a tout inventé, le microphone, la lampe à incandescence, bon bref, le phonographe, etc. Edison, qui était, alors ses parents étaient des spirites quand même notoires. Lui, Edison ne voulait pas pratiquer le spiritisme, hein, il se plaçait d'un point de vue scientifique. Dans les 10 dernières années de sa vie, il a 73 ans, il convoque la presse et il dit « je veux essayer de créer une machine pour entrer en contact avec les âmes, avec les défunts ». Donc les gens sont très surpris. Et lui disait « nous sommes des unités, nous sommes des milliards d'unités de vie ». Et pour lui, la vie ne cessait jamais de disparaître. Et c'était pas un illuminé quand même, Edison. C'était quand même, c'était un savant. Et il a essayé, il a travaillé pendant cette dizaine d'années sur cette machine, le nécrophone, qui n'a pas vu le jour puisqu'après il est mort. Il avait conclu un pacte électrique avec son assistant. Il lui avait dit si vous disparaissez avant moi, il faudra m'envoyer un signe via le nécrophone. Bon, évidemment, ni l'un ni l'autre n'a reçu. Et puis son assistant est mort avant lui. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ces mémoires posthumes, parce que quand ces mémoires posthumes sont publiées aux États-Unis, il y a un chapitre qu'il avait écrit, Thomas Edison, qui s'appelle « Le royaume de l'au-delà ». Et au départ, quand il meurt, quand ça sort, je crois à peu près dans les années 60, le chapitre du royaume de l'au-delà est dans le livre, dans le mémoire. Et puis après, la famille a voulu protéger son image au risque... la famille ne voulait pas qu'il passe pour un illuminé. Et donc, ils ont amputé les mémoires posthumes de ce chapitre sur le royaume de l'au-delà. Et là, ça a été réédité il n'y a pas très longtemps. Et donc, moi, je suis du côté d'Edison et de Victor Hugo. Je dis que la vie ne cesse jamais de disparaître. Et je pense que pour tous ceux aujourd'hui qui ont perdu un être cher, parce qu'on est dans les 100 000 morts, là, hein, du Covid, ce que je veux dire, c'est que il faut faire vivre intérieurement les êtres qu'on a aimés. Il ne faut pas seulement penser à eux au moment des dates anniversaires, des dates de mariage, tout ce qu'on veut. Non, il faut leur faire partager. Et dans ces conditions-là, les êtres disparus vous donnent de l'énergie, vous donnent de la force. Alors, vous êtes interrogée aussi sur les coccinelles, Florence Belkacem, et les coccinelles, elles sont présentes dans les comptines. Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu. Coccinelle, demoiselle, vole vers les... C'est vrai qu'on les appelle les bêtes à bon Dieu, les coccinelles. Vous savez pourquoi? Alors, Robert Dillepieux, au Xe siècle, dans Paris, un artisan est retrouvé assassiné. Et en fait, on trouve l'apprenti et on accuse ce jeune garçon d'avoir tué son patron. Et au moment de son exécution, à ce pauvre garçon, il y a au moment où le bourreau va lui trancher la tête, une coccinelle vient se poser sur son cou. Et le bourreau prend la coccinelle et l'enlève délicatement.
Et au moment où il veut à nouveau lui trancher la tête, la coccinelle, l'insecte revient. Et là, le roi Auberdi le Pieux, en fait, finalement, arrête tout et comprend que il y voit la main de Dieu, la volonté de Dieu de laisser ce jeune apprenti qui visiblement est innocent. Oui, et on va retrouver le vrai meurtrier quelques mois plus tard, justement. Alors, effectivement, votre mère vous a recommandé de ne jamais tuer une coccinelle, et pour cause. Aujourd'hui, vous continuez à en voir, vous continuez votre recherche, votre quête sur l'au-delà, Florence Belkacem? Oui, alors je vais vous confier quelque chose. J'ai reçu des signes là merveilleux de mes parents. J'ai visité le village de Gordes il y a à peu près 4 semaines. Et à l'entrée du village, il y avait sur une grande bâtisse une très grande photo avec un homme de dos, un vieil homme avec son pardessus, sa valise, et il s'en allait dans les nuages. Et la légende était le charme de l'au-delà. Bon, moi, je vois cette photo et je sais pas, ça me fait quelque chose. Mon mari, lui, ne la regarde pas, etc. Nous poursuivons notre chemin et nous allons visiter le petit cimetière, parce qu'on adore aller visiter les cimetières. Et dans ce cimetière de Gordes, il y a vraiment un carré de jeunes garçons qui ont été fusillés par les nazis. Et je tombe et je regarde les dates de naissance. Et tout à coup, je vois que c'est la date de naissance de papa. C'est quand même incroyable, la date de naissance de papa. Et donc, mon mari vient, me dit, mais prends une photo. Oui, c'est bizarre. Pourtant, lui, il est très cartésien, etc. Et tout. Et bon, voilà. Donc, je prends la photo. On poursuit notre chemin. Et là, donc Gordes est vraiment sur un pic un peu rocheux, etc. On découvre des anciennes bergeries restaurées, etc. Et voici une sorte de muret recouvert de lierre avec un écriteau sur lequel est écrit, en fait, le nom de jeune fille de maman, Derues. Elle s'appelait Derues, D-E-S-R-U-E-S. Et je dis, mais c'est incroyable, c'est le nom de maman, mais c'est fou. Et mon mari me dit, et attends, la journée n'est pas terminée. Je pense qu'il imaginait que je verrais des coccinelles. Bon, mais quand même, entre le charme de l'au-delà, la date de naissance de papa, le cimetière, le nom de maman, l'écriteau, incroyable, je prends des photos. Et donc, on s'en va, on quitte Gordes et on va visiter l'abbaye de Sénanque, à quelques kilomètres, évidemment, abbaye fermée, le musée monument historique fermé, etc. Et on parle avec quelques moines, etc. On reste un petit moment. Et puis, nous partons, nous reprenons la voiture. Et là, on est quand même dans la nature. Et là, à l'intersection d'une route, donc il y avait une sorte de sous-bois en face de nous. Et je dis à mon mari, est-ce que tu vois ce que je vois ou je suis dingue ? Et il me dit non, je vois pas. Je dis mais regarde ce qui arrive. Et voici 2 biches qui arrivent d'une beauté, d'une grâce et qui s'arrêtent face à nous. Parce qu'en fait, ce que les auditeurs vont pas comprendre, c'est que en fait, quand papa est mort, j'ai eu il m'a envoyé une biche magnifique, 1 heure avant la cérémonie. Tant pis, je dévoile un peu le livre. Et 2 biches merveilleuses qui s'arrêtent. Et donc, je tremblais tellement que j'arrivais même pas à prendre des photos. Je voulais filmer et tout. J'avais peur qu'elles s'en aillent. Et ben non, il y a une voiture qui nous a contournées et elles ne sont pas parties. Et puis, mais j'étais suspendue dans le temps. C'était tellement un bonheur de joie. Et puis on a vu une biche qui a commencé à partir, s'enfoncer dans le sous-bois. L'autre l'a suivie et s'est retournée vers nous. Non, mais j'en ai les larmes aux yeux. Et en fait, j'étais tellement heureuse. Et en fait, j'ai compris le signe. Si j'avais pas levé les yeux au ciel vers cette photo, le charme de l'au-delà, parce que papa, ça fera 2 ans au mois de mai qu'il est mort, et ben j'ai compris le message qui a été envoyé. C'est je suis avec maman, on est bien, le charme de l'au-delà. Voilà. On y croit pas. Je ne force personne à y croire, mais je dis ouvrez les yeux. Il faut pas être pétri de certitude. Nietzsche disait tout ce qui est inexplicable est rejeté parce qu'on ne trouve pas parce que on ne peut pas penser à la cause possible. Donc il faut vraiment ouvrir les yeux, soyez attentifs. Voilà. Alors il faut ouvrir aussi ce livre Coccinelle chez Pocket pour en savoir plus sur cette histoire. Merci Florence Belkacem de l'avoir écrite et de me la raconter. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie vraiment chaleureusement Jacques pour cette belle émission. Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.